Bonjour, nous sommes en ligne. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour, maître David Jaboulet. Bonjour. Voilà, Sophie Combe, responsable marketing et communication pour 24/7 Services. Ça fait 1 an aujourd'hui que nous organisons, on met là nos webinaires Café RH à raison d'un webinaire par mois sur des thématiques plutôt management, ressources humaines, autour de l'officine et avec des formats courts, 1/2 heure, 45 minutes max, un expert qui prend la parole sur le sujet et qui répond à des questions concrètes que l'on a quotidiennement au service client et qui peut également répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Donc, vous pouvez nous confirmer que vous vous entendez bien et que vous nous voyez bien en mettant un petit 1 dans le chat ou le numéro de votre département depuis lequel vous nous écoutez. Il y a Delphine qui est en train de taper, Nicolas, Élise, Benjamin, qui nous écoute depuis le 15 du 42, Nicolas de l'Oise. Voilà, bon, super, bienvenue à tous. Donc, je vais laisser la parole à David sur un sujet. Aujourd'hui, on va rentrer dans vraiment tout ce qui est pouvoir disciplinaire de l'employeur, vous en tant que titulaire. Sanctionner un salarié, ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais agréable et il faut respecter une certaine procédure pour ne pas vous mettre en défaut. Et c'est ce que va nous présenter Maître Jaboulet aujourd'hui. C'est la 3e fois qu'il intervient sur ce format Café RH avec toujours du contenu très qualitatif. David, je vous laisse la parole. Merci Sophie, bonjour à tous mes pharmaciens et merci d'être aussi matinal et d'assister à ce Café RH. Alors, je vais essayer d'être hyper pragmatique parce que mon intention n'est pas de vous faire un cours de droit. Je vais simplement essayer de me coller à coller le sujet que nous allons développer aujourd'hui à ce que vous vivez quotidiennement, à ce que vous pouvez vivre quotidiennement avec vos salariés. Vous n'avez pas de DRH, vous n'avez pas de représentant du personnel, vous êtes relativement seul face à vos salariés et avec le droit du travail qui s'applique tout de même dans chacune de vos officines. Et ce droit du travail est quand même hyper contraignant. Et ce thème que nous avons choisi, donc vous avez deux sous-thèmes qui sont d'une part le contrôle et la surveillance des salariés et d'autre part le droit disciplinaire de l'employeur avec qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, quelles sont les limites, quels sont les principes et finalement comment tout cela s'articule et comment tout cela fonctionne lorsque vous êtes en tête-à-tête avec vos salariés, avec vos préparatrices, vos conditionneurs, vos rayonneurs, et que vous avez une difficulté de comportement à régler avec eux en gestion RH, quelles décisions prendre, qu'est-ce que vous pouvez faire, et comment tout cela est réglementé finalement au sein de vos officines, parce que c'est très réglementé, c'est très formaliste, et dans les cas qui peuvent vous arriver, il faut avoir au moins à minima les réflexes et donc les connaissances de base qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions, en tout cas les décisions qui seront conformes à la légalité et qui vous éviteront des potentielles condamnations devant un conseil de prud'homme si toutefois il devait y avoir un contentieux avec les salariés que vous auriez envie de sanctionner. Alors, je vais commencer sur la notion de contrôle et les surveillances de vos salariés. Alors, contrairement à ce que vous pourriez éventuellement penser de nos jours, ce pouvoir de contrôle et de surveillance, c'est un droit de l'employeur. Il fait partie intégrante de votre pouvoir de direction. Vous avez le pouvoir et le devoir de contrôler vos salariés et de les surveiller dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est parfaitement entendable, c'est parfaitement légal. Simplement, ça se fait dans le cadre d'une limite. La limite, c'est évidemment les libertés fondamentales de chaque salarié et principalement le respect de leur vie privée. C'est dans ce cadre-là que vous pouvez et que vous devez agir. Alors, lorsque vous avez à mettre en place un moyen de contrôle et de surveillance, la première chose à faire, qui finalement est du bon sens, c'est d'informer chacun de vos salariés. Vous mettez en place un dispositif de contrôle, quel qu'il soit, de vos caisses enregistreuses, informatiques et évidemment la vidéosurveillance. J'en dirai un peu plus sur ce thème-là parce qu'il vous impacte directement. Ces systèmes de contrôle doivent être portés préalablement à la connaissance des salariés pour qu'ils puissent être recevables en justice en cas de moyen de preuve. Si vous voulez démontrer
l'existence d'une faute par ces moyens de contrôle et de surveillance. Alors, comment est-ce que vous les informez? Le moyen le plus connu, c'est la note de service affichée dans les locaux de l'entreprise. Simplement, il va falloir pouvoir démontrer en cas de litige que la note de service était bien affichée au moment où les faits ont été reprochés aux salariés. Et le moyen, pour moi, le plus redoutable reste la note remise individuellement à chaque salarié contre des charges, voire le règlement intérieur. Le règlement intérieur, outil de gestion RH formidable, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais franchement, là où il est le plus efficace et le plus nécessaire pour moi, c'est dans les petites structures donc de moins de 50 salariés, et particulièrement chez les pharmaciens. J'en ai mis beaucoup en place pour vos confrères, parce que c'est un outil normatif qui vous permet d'avoir une gestion RH solide. Et dans ce règlement intérieur, on peut mettre des clauses type vidéosurveillance qui vous permettent donc d'avoir une information préalable de vos salariés. Une fois que ces salariés sont informés conformément aux dispositions légales, eh bien, vous pouvez utiliser ces moyens de contrôle et de surveillance pour prouver qu'ils ont bien commis une faute et les sanctionner. Alors, souvent, les sanctions peuvent arriver avec des moyens de preuve plus ou moins bancals. Je dirais qu'à ce niveau-là, ce n'est pas très important. Ce qui va être important, c'est que si la sanction est contestée par le salarié devant le conseil de prud'homme, ce qu'il peut parfaitement faire, alors là, il faudra avoir un moyen de preuve qui soit absolument incontestable pour que le conseil de prud'homme vous donne raison. Plus le moyen de preuve est solide, plus vous avez des chances de sortir indemne d'une procédure. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Sachez aussi qu'il y a une évolution récente de la jurisprudence sur la recevabilité des moyens de preuve. Alors ça, c'est important. À l'initiative d'un employeur, la Cour de cassation, le 22 décembre 2023, a admis la recevabilité des moyens de preuve obtenus de manière illicite ou déloyale. C'était en l'occurrence l'enregistrement à son insu d'un salarié au cours d'un entretien. Avant 2023, on ne pouvait absolument pas produire en justice ce type de moyen de preuve. La Cour de cassation l'admet dorénavant, alors dans des conditions très strictes. Je vous fais grâce de ces conditions qui sont un peu techniques, mais sachez que en cas de problématique, et que si vous avez que ce moyen de preuve pour démontrer la faute du salarié et qu'on est dans les règles de proportionnalité et d'efficacité, aujourd'hui, c'est recevable en justice. Donc ça assouplit un peu le pouvoir de l'employeur, en tout cas les limites qui étaient mises au pouvoir de l'employeur. Ça l'assouplit considérablement parce qu'il va pouvoir utiliser des moyens de preuve dont il n'avait pas porté à la connaissance préalablement au salarié. Alors attention, ça vaut dans l'autre sens. Le salarié peut également utiliser à votre encontre des moyens de preuve qu'il aura obtenus à l'insu de l'employeur, et notamment des enregistrements audio et ou vidéo. Alors, je vous donne quelques exemples qui ont été retenus par la jurisprudence. Par exemple, les captures d'écran d'un compte Facebook privé, c'est un moyen de preuve recevable en justice à partir du moment où il était de nature à établir un manquement du salarié à son obligation de confidentialité. C'est pareil sur des courriels issus d'une messagerie personnelle du salarié ou l'enregistrement audio d'un entretien professionnel. Alors vous, ça peut vous impacter sur l'obligation de confidentialité vis-à-vis de vos patients, sur le secret médical. Si vous aviez une préparatrice en pharmacie qui divulguait sur son compte Facebook privé des informations à caractère médical et privé de vos clients, de vos patients, vous pourriez et vous seriez légitime à prendre une sanction à son encontre sur la base de ces éléments-là. Si vous avez des questions plus tard sur la possibilité et comment récolter ces moyens de preuve, j'y répondrai, parce que évidemment, quand on a dit, bah voilà, moi j'ai vu un compte Facebook de ma salariée porter atteinte au secret médical d'un de mes patients, une fois qu'on a ça, encore faut-il pouvoir capter cet écran-là, cette communication privée, et puis la rendre, qu'on puisse la transmettre à un juge devant le conseil de prud'homme en tant que moyen de preuve. Ça, je dirais que c'est des problématiques matérielles dont je vous parlerai, mais on peut concevoir, par exemple, que vous fassiez des captures d'écran, ou plutôt que vous le fassiez faire par un huissier de justice. C'est extrêmement efficace, c'est horodaté. Un officier de justice, enfin, un huissier de justice qui maintenant est un commissaire de justice, est un officier ministériel. Et les procès-verbaux
qu'il dresse sont incontestables. Donc le meilleur moyen, c'est que si vous tombez sur ce type de faute, que ce soit via Internet ou via un moyen de vidéosurveillance, vous enregistrez ou vous captez, ou en tout cas vous conservez ce moyen de preuve à l'abri, le temps qu'un commissaire de justice dresse un procès-verbal de constat sur un constat donc, qui sera écrit et qui vous permettra une transmission simple, facile, à votre avocat et donc derrière au conseil de prud'homme si vous deviez vous en servir, notamment pour un licenciement. Alors, sur les différents contrôles que vous pouvez mettre en place, vous avez, en ce qui concerne les pharmacies, le plus important, ce sont les caméras de vidéosurveillance. La règle que je vous rappelais tout à l'heure, la mise en place d'une vidéosurveillance nécessite l'information préalable individuelle de chaque salarié. Je ne sais pas comment vous l'avez fait dans vos officines. Par expérience, je sais que la plupart du temps, il n'y a pas vraiment d'information et de contrôle. Pour moi, les moyens les plus efficaces restent dès l'embauche une clause dans le contrat de travail et également pour ceux qui ont été embauchés avant et qui n'ont pas ce type de clause, la note de service ou le règlement intérieur. Ça, c'est les moyens les plus efficaces pour informer préalablement un salarié. Et évidemment, vous conservez dans votre archivage RH tous les documents qui permettront de démontrer, en cas de nécessité, que tel ou tel salarié a bien été informé préalablement à la mise en place d'une vidéosurveillance au sein de vos officines. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez filmer, ne pas filmer? C'est une question, encore une fois, d'équilibre et de bon sens, d'équilibre entre la vie privée du salarié, ses conditions de travail et le bon sens que doit adopter l'employeur. Vous ne pouvez pas mettre de caméras de vidéosurveillance dans les locaux qui sont destinés aux pauses des salariés. La cuisine, salle de pause, ça ne protège en rien les biens de l'entreprise ou les conditions de sécurité ou les conditions de travail du salarié. En revanche, vous pouvez parfaitement mettre des caméras de vidéosurveillance à l'entrée et à la sortie de l'officine et évidemment sur les pupitres de vente et particulièrement sur les caisses enregistreuses. Là encore, attention, si votre caméra est orientée spécifiquement et uniquement sur l'employé, ça ne sera pas possible. Il faut que la caméra soit orientée avant tout sur la caisse et qu'on se rende bien compte à la lecture et au visionnage de la vidéo que ce qui est surveillé, ce n'est pas constamment le salarié, mais ses conditions de travail et particulièrement la manipulation des espèces qu'il est amené à effectuer au cours de sa journée de travail. À ce moment-là, votre caméra de vidéo de surveillance est parfaitement licite et ce moyen de contrôle et de surveillance du salarié sera recevable en justice sans aucune difficulté. Alors, évidemment, tout ça a été assoupli depuis 2023, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque désormais a été jugé licite un dispositif de vidéosurveillance mis en place sans observation préalable d'une procédure, uniquement destiné à assurer la sécurité du lieu de travail, n'enregistrant pas les activités du salarié. C'est-à-dire qu'on peut concevoir également que si le salarié, lui, son activité n'est pas enregistrée, mais qu'en réalité, il y avait une obligation de sécurité parce que vous avez des soupçons de vol, de fraude, à ce moment-là, même sans information préalable du salarié, ce moyen de preuve serait recevable en justice. Mais je vous le dis très clairement, je vous conseille vivement de formaliser ce moyen d'information préalable à chaque salarié et de pouvoir être en mesure de le démontrer en cas de litige. Ça évite toute difficulté, ça évite toute condamnation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les moyens de contrôle et de surveillance de salariés. Est-ce qu'à ce stade déjà, parce que j'ai l'impression d'être passé un peu vite sur le sujet, mais en même temps, je vous ai dit le principal, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Pour l'instant, pas de questions. Donc, Pas de questions pour rappel, là-dessus. vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Benjamin et Nicolas sont en train d'écrire. Peut-être qu'il y a des questions qui vont arriver, mais pas pour Je vais dire l'instant. merci, C'était très clair. pas de questions. Non, c'est clair. Donc, on peut avancer. On peut passer sur le alors, avec les caméras. Est-ce que le son... Alors, non.
il n'y a pas d'interdiction d'enregistrement sonore, puisque vous pouvez, l'enregistrement sonore est recevable en justice. Et les deux alliés, c'est-à-dire vidéo plus son, c'est pas du tout interdit. Encore une fois, c'est une question de proportionnalité. Si vous avez un salarié ou une salariée dont l'activité est constamment enregistrée en vidéo et en son sur toutes ses journées de travail, et qu'elle est particulièrement visée là-dessus, et que vous allez vous servir, par exemple, de propos qu'elle peut tenir pour prendre une sanction, attention, vous allez peut-être vous heurter à la liberté d'expression de la salariée. Une salariée ou un salarié a le droit d'en critiquer un autre sur son lieu de travail, sans pour autant que cela puisse être une violation de ses obligations contractuelles. Donc le son n'est pas du tout interdit, tout dépend de ce qu'on va en faire et de ce qui est dit. Si il est dit, tiens, vous avez une collusion frauduleuse entre 2 salariés qui mettent en place un système de détournement de vos produits parapharmaceutiques en disant: «Voilà, hier, j'ai pris 3 tubes de crème, prends également ces crèmes, j'en ai besoin pour mon gamin» et cetera, et que vous avez une collusion entre les 2 et que cette bande son le démontre, ça sera parfaitement recevable. Mais là-dessus, tout va être une question de proportionnalité et surtout d'analyse de la bande et des moyens que vous avez mis en place pour la surveillance. Évidemment, les moyens d'enregistrement sonore et vidéo doivent être détruits. Vous avez une obligation, alors l'enregistrement est parfaitement valable, mais cet enregistrement ne peut pas être conservé indéfiniment par l'employeur. Et en général, les destructions se font au bout d'1 mois ou de 2 mois, automatiquement d'ailleurs par le logiciel qui a été mis en place. Nous avons une autre question, David, de Delphine, qui demande si on peut utiliser les caméras dans le cadre de retard de salariés pour justifier. Alors, si les caméras sont placées à l'entrée et à la sortie de l'officine et qu'elles sont horodatées et qu'effectivement on constate qu'une salariée ou un salarié est systématiquement en retard, bien sûr. Moi, ça ne me pose pas de difficulté. Vous avez les attestations en justice également, les témoignages des collaborateurs, mais qui sont beaucoup plus compliqués à obtenir dans certains cas. Par expérience, voilà, souvent les salariés n'osent pas trop témoigner contre leurs collègues. Donc ce moyen de preuve, puisqu'il resterait un des moyens de preuve, un des seuls moyens de preuve utilisables, et ça c'est une notion qui est retenue par le juge, vous ne pouvez pas faire autrement. Et effectivement, pour moi, c'est parfaitement recevable et on peut justifier et démontrer des retards ou des absences par ce moyen-là. Tout à fait. J'ai une question, caméra déjà dans le CDD-CDI. Je pense que ce n'est pas une question, je pense que Nicolas nous dit qu'il a déjà mentionné la présence de caméras dans ses contrats. Ok. Il va préciser, il est en train de préciser. D'accord, mais effectivement, la clause vidéosurveillance dans le contrat de travail, c'est encore mieux. C'est déjà inscrit, tout à fait. Oui, c'est d'accord, ok, très bien. Donc, on peut passer sur la partie droit disciplinaire, qui est quand même une partie très importante. Oui, qui va être un peu plus importante. Ouais. Alors, au même titre que la surveillance et le contrôle des salariés, bah, je dirais le principe les conséquences qui vont en découler, c'est le pouvoir disciplinaire que vous avez à sanctionner les comportements ou le comportement d'un salarié. Alors, le comportement, évidemment, ça va être un comportement fautif, c'est-à-dire qui sort de l'exigence et des obligations contractuelles du salarié. Donc, c'est les retards, les absences injustifiées, le vol, évidemment, mais ça peut être également les propos outranciers, la critique systématique du pharmacien titulaire, attention, hein, sur les propos qui sont tenus, on est à la limite de la liberté d'expression. Et ça, c'est du cas par cas. Il faut absolument que les propos puissent être notés dans un document par l'employeur et rapportés à son avocat pour qu'il y ait une vraie étude pour savoir si on est dans les propos outranciers qui méritent une sanction ou si on est dans la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, si elle est retenue par le juge et si vous avez licencié le salarié pour cela, c'est la nullité du licenciement, parce qu'il atteint aux droits fondamentaux. Sachez simplement qu'aujourd'hui, vous avez une tendance très importante de la Cour de cassation à mettre dans les libertés fondamentales à peu près tout. Santé, sécurité du salarié, liberté d'expression, liberté religieuse, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de contourner le barème
Macron, le barème de 2017 sur les dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Donc ça, c'est un poison lent qui est en train d'apparaître et vous avez aujourd'hui une tendance à mettre beaucoup de choses dans les libertés fondamentales des salariés et toute atteinte à une liberté fondamentale entraîne la nullité de la sanction qui sera prononcée. Ceci étant dit, une fois que vous avez analysé un comportement fautif, qu'est-ce que vous faites? C'est ça le plus important. Alors, vous pouvez soit avoir une simple réprimande verbale en disant à votre salarié, bah, écoutez, voilà, c'est plus possible, ça, il faut que ça change. Ce n'est pas vraiment une sanction. Ce n'est même pas une sanction disciplinaire. La sanction disciplinaire, elle doit avoir une conséquence sur la fonction du salarié, sa carrière, sa rémunération, et pouvoir être mis dans un dossier disciplinaire. La sanction la plus faible reste l'avertissement. Vous avez ensuite l'avertissement ou le blâme d'ailleurs. Vous avez ensuite la mise à pied disciplinaire, qui est la suspension du contrat de travail pendant 1, 2, 3 ou 4 jours, 5 maximum, avec la suspension du salaire, évidemment. Et vous avez, je dirais, à l'extrême, le licenciement, c'est-à-dire la rupture définitive du contrat de travail. Attention, vous avez des sanctions interdites et une manière de sanctionner. D'abord, la manière de sanctionner, vous ne pouvez pas sanctionner 2 fois le même fait. Si vous avez un salarié qui est en retard et que vous lui reprochez par un avertissement, vous ne pouvez pas derrière le mettre à pied ou le licencier pour ce même retard. Il faut que les faits se reproduisent. Vous avez également une obligation de sanctionner dans un temps qui vous est imparti. Le temps imparti, c'est 2 mois. 2 mois à partir du moment où vous avez connaissance, où l'employeur a connaissance du fait fautif. Alors l'employeur, ça veut dire le pharmacien titulaire ou le supérieur hiérarchique du salarié qui a commis la faute. Donc il faut absolument que ce supérieur hiérarchique vous retranscrive la faute pour que vous respectiez ce délai de 2 mois pour sanctionner le salarié. Si vous ne le faites pas dans les 2 mois, vous n'avez plus la possibilité de prendre une sanction. C'est nullité automatique ou caractère abusif de la sanction. Dans les sanctions interdites, vous avez évidemment les sanctions discriminatoires. Ça, je pense que tout le monde sait qu'on ne peut pas sanctionner un salarié ou une salariée en raison de ses orientations sexuelles, religieuses, philosophiques ou politiques. Sauf évidemment si on dépasse un cadre, là c'est du cas par cas, mais le cadre qui peut éventuellement poser problème dans le cadre du bon fonctionnement de la pharmacie. Alors c'est par exemple le prosélytisme religieux, le prosélytisme politique, où là, le salarié ne fait plus part de ses convictions, mais va instaurer un espèce de système politique au sein de l'officine pour essayer de convaincre tous ses salariés d'abonder dans son sens. Et là, si vous avez des conséquences sur le bon fonctionnement de la pharmacie, évidemment, ces propos sont condamnables et peuvent être sanctionnés. Sinon, évidemment, pas de sanction discriminatoire. La sanction interdite, dont souvent on me pose la question, c'est la sanction pécuniaire. Alors, les amendes, évidemment, totalement interdit. La seule personne qui puisse mettre une amende dans notre pays, c'est l'État, et vous encourez une sanction pénale si vous aventuriez éventuellement à mettre un système d'amende pour vos salariés. Alors, ça, c'est une évidence, mais vous avez par exemple le salarié qui va casser, abîmer le matériel de l'entreprise. Qui va abîmer un ordinateur, qui va abîmer la caisse enregistreuse, qui va perdre le téléphone portable professionnel que vous l'aviez confié, vous ne pouvez pas faire de retenue sur salaire du fait de la mise en cause du matériel de l'entreprise. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez, en revanche, il y a des sanctions pécuniaires qui restent licites. Les retards et absences, un salarié qui est en retard ou qui est absent de manière injustifiée, vous pouvez faire une retenue sur salaire, mais pour une raison très simple, c'est parce que c'est la contrepartie de son travail qui n'est pas fait. Il ne pouvait pas être fait puisqu'il n'était pas là. Donc, si le salarié arrive à 9 heures au lieu de 8 heures, une retenue sur salaire est parfaitement possible. Salarié en absence injustifiée sur toute une journée, la retenue sur salaire sur toute la journée est parfaitement possible. De même, si vous commettez une erreur, votre expert comptable commet une erreur et que vous versez à un salarié une somme à laquelle il n'avait pas le droit, vous êtes parfaitement en droit de obtenir la restitution, je dirais de manière unilatérale. Vous ne vous posez même pas la question, vous dites simplement à votre salarié, voilà, je t'ai payé 150 € brut de trop sur ton salaire, c'est une erreur, je reprends ça sur ton prochain salaire. Ça, ce n'est pas une sanction pécuniaire, c'est
c'est le retour d'une somme indûment perçue par un salarié. Donc voilà, sur ces sanctions interdites, une fois que vous avez bien calibré la sanction et que vous dites, bon, bah voilà, là, il faut que je prenne une sanction, qu'est-ce que vous devez faire? Si c'est un simple avertissement, vous pouvez vous contenter d'envoyer un courrier à votre salarié d'avertissement. Alors, plusieurs choses à vous dire là-dessus. Déjà, dans le courrier, vous mettez bien les faits que vous lui reprochez, daté, précis, histoire qu'il n'y ait pas de contestation sur le temps, sur la nature des faits qui sont reprochés. Vous restez bien dans le délai de 2 mois. Et ce courrier-là, vous lui remettez en main propre compte des charges, ou vous l'envoyez par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par mail avec accusé de réception. Il faut que vous ayez absolument dans votre dossier salarié une copie de ce courrier signé et une copie des AR postaux, ou une copie du courrier remis en main propre avec la signature du salarié, sa décharge en disant reçu en main propre ce jour. Histoire que si derrière vous avez un contentieux, vous puissiez remettre au juge cet élément de preuve qui démontre de manière incontestable que tel fait précisément constitué ce jour-là a fait l'objet d'un avertissement et que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du salarié. Et bien sûr, vous mettez dans le salarié que ces faits constituent un avertissement. Nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier disciplinaire. Ça ne mange pas de pain, mais au moins on est sûr de la nature de la sanction. Ça, c'est la sanction la plus faible. Vous avez ensuite toutes les autres sanctions qui diffèrent de l'avertissement parce qu'elles mettent à votre charge une obligation supplémentaire. Sont la mise à pied disciplinaire et le licenciement. Ces sanctions-là, vous avez l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable. Cet entretien préalable, c'est cette convocation à l'entretien préalable qui va suspendre le délai de prescription de 2 mois. Donc c'est très important. Et la convocation à l'entretien préalable doit respecter un certain formalisme. Pour les pharmacies qui auraient des CSE, c'est-à-dire plus de 10 salariés, des représentants du personnel, vous avez un modèle particulier. La plupart du temps, vous n'avez pas de CSE, vous avez un autre modèle, et notamment la clause obligatoire, c'est la clause sur le fait que le salarié puisse se faire assister à l'entretien préalable par une personne extérieure à l'entreprise. Alors, ça, c'est une obligation pour les licenciements, pas pour la mise à pied, mais la convocation d'entretien préalable est obligatoire. Vous avez une obligation de respecter un certain délai entre le jour où le salarié reçoit la convocation d'entretien préalable et l'entretien. C'est 5 jours ouvrables pour un licenciement, mais du coup, je l'applique pour tout, comme ça au moins, vous n'êtes pas embêté parce qu'il faut respecter un délai raisonnable pour que le salarié puisse se préparer, assurer sa défense, mais vous n'avez pas l'obligation de porter au stade de la convocation à la connaissance du salarié la nature des faits. Votre seule obligation, c'est de le convoquer à l'entretien préalable. Et à l'entretien préalable, c'est ce jour-là que vous exposez à votre salarié ce que vous lui reprochez. Et lui doit porter à votre connaissance les explications qu'il a à vous fournir sur les faits que vous lui reprochez. À l'issue de l'entretien, vous avez un délai de 2 jours ouvrables à respecter et à l'issue de ce délai, vous notifiez la sanction proportionnée au fait que vous reprochez à votre salarié. Donc, il peut être une mise à pied disciplinaire ou un licenciement, une rupture du contrat de travail si les faits sont plus graves. Je vous parle également de la mise à pied conservatoire. Alors, à bien différencier la mise à pied disciplinaire. La mise à pied disciplinaire, c'est une sanction en tant que telle, c'est-à-dire que vous allez prendre la décision de suspendre le contrat de travail de votre salarié pendant 2 ou 3 jours avec revenu de salaire. C'est une sanction définitive. La mise à pied conservatoire, elle va vous permettre d'écarter votre salarié de l'officine le temps que vous statuiez définitivement sur son cas. C'est-à-dire que les faits en général sont relativement graves. Alors ça peut être du vol, c'est toutes sortes de faits dont la réalisation pourrait être commise à nouveau pendant l'exécution du contrat de travail du salarié, et vous voulez vous prémunir de ça. Pour l'écarter, il n'y a aucune difficulté, c'est une mise à pied conservatoire. Vous faites l'entretien, vous notifiez la sanction, et la période alors si c'est un licenciement pour faute grave, la période de mise à pied ne sera pas rémunérée. Si c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied sera rémunérée. Ça peut être une mise à pied disciplinaire qui va transformer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire en disant voilà, vous avez fait l'objet de mise à pied conservatoire de 5 jours,
eh bien, nous la transformons en mise à pied disciplinaire avec retenue sur salaire. Alors, cette mise à pied conservatoire, je vous le dis, elle est utilisée énormément aussi aujourd'hui pour éviter les cas d'accident du travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez aujourd'hui une augmentation assez fulgurante de salariés qui font l'objet d'un accident du travail à partir du moment où ils sont convoqués à un entretien préalable ou qui savent qu'ils vont faire l'objet d'une sanction. C'est comme ça, ils sont renseignés et ils savent que l'accident du travail ne permet plus à l'employeur de licencier le salarié, sauf pour faute grave. Mais attention, la faute grave, il faut vraiment qu'elle soit démontrée, sinon ça aboutit à la nullité du licenciement, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement dommageables pour l'officine, parce que les montants des dommages et intérêts sont beaucoup plus élevés. Donc vous avez ce phénomène de mode aujourd'hui, et pour l'éviter, moi il m'arrive souvent de conseiller aux employeurs, et d'ailleurs eux-mêmes le demandent, de mettre à pied, à titre conservatoire, le salarié, histoire qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas d'accident du travail qui puisse être revendiqué pendant cette période-là. Est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? Choix de la sanction, notification. Alors, sur la forme de la sanction, oui, c'est évidemment courrier écrit. On le notifie, le mieux, c'est par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est obligatoire pour les licenciements. Pour toutes les autres sanctions, ça peut prendre la forme d'une lettre mise en main propre contre décharge. Au niveau des délais, je vous ai dit que vous aviez l'obligation de respecter un délai de 2 mois entre le moment où vous avez connaissance de la faute et le moment où vous la sanctionnez ou le moment où vous convoquez le salarié à l'entretien préalable. Une fois que l'entretien préalable est passé, vous n'avez plus qu'1 mois pour notifier la sanction. Attention, ces délais sont impératifs, sinon c'est une nullité. Et puis vous avez, enfin, le contrôle judiciaire. Parce que tout ce que je vous dis là, en réalité, n'a qu'un seul intérêt. L'intérêt, c'est si vous vous retrouvez devant un juge. Si le salarié conteste jamais les sanctions ou que vous lui avez notifié et que vous le licenciez et que derrière, écoutez, vous vous dites au revoir et qu'il ne revient plus et que vous n'avez plus de nouvelles de lui, tout ce que je vous dis n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous en avez bien conscience. En réalité, tout cela est extrêmement important si vous vous retrouvez devant un conseil de prud'homme. Et c'est à ce moment-là qu'il va quand même falloir démontrer au juge que les faits que vous avez reprochés à votre salarié, ils sont réels, ils ont bien existé, que vous avez respecté le formalisme, que vous avez respecté les délais de prescription, et que donc la sanction est parfaitement justifiée et que vous ne pouvez pas être condamné à ce titre-là. Sachez qu'un juge prud'homal, il a le pouvoir d'annuler les sanctions que vous avez infligées à votre salarié et qui ne seraient pas justifiées. Certaines sanctions, il peut annuler l'avertissement, il peut annuler la mise à pied. Il ne peut pas, en revanche, annuler un licenciement. Ça, c'est pas possible. Donc, je dirais que le contentieux prud'homme sur la contestation de sanctions disciplinaires est assez rare. En revanche, le contentieux prud'homme sur la contestation d'un licenciement est beaucoup plus important, évidemment. Mais c'est souvent à l'occasion d'un licenciement où vous allez rappeler que le salarié, il a été licencié, mais il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements ou d'un avertissement et d'une mise à pied. Et c'est à ce moment-là que l'avocat du salarié va contester les sanctions disciplinaires en disant cette sanction était nulle pour telle et telle raison. Et s'il fait tomber un à un tous les dossiers disciplinaires, eh bien, ça va le conduire inexorablement à convaincre les juges que finalement le licenciement, lui aussi, il est peut-être abusif. Donc c'est la raison pour laquelle, de toute façon, il faut être hyper vigilant sur les conditions de forme et de fond relatives aux sanctions disciplinaires, aux droits de surveillance et de contrôle des salariés et aux sanctions disciplinaires, évidemment, parce que vous avez compris que c'est en cas de transmission à un juge que là, tout va se jouer. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions à ce stade, j'ai l'impression. En effet, il y a des questions. Il y a des questions qui sont arrivées. La première question, c'est une question de Oisef qui parle d'un cas particulier d'une salariée qui est constamment en retard le matin, mais qui reste le soir, mais sachant que le matin, pour lui, c'est un cas critique puisque ça impacte l'heure d'ouverture. Alors, de toute façon, cas critique ou pas critique, elle ne respecte pas ses horaires. Voilà, elle ne respecte pas ses horaires, donc elle ne respecte pas ses obligations professionnelles. En plus, le fait de finir après, ça peut constituer des heures supplémentaires. Donc là, c'est recadrage immédiat. Alors, tout dépend du climat social. Si vous entendez bien avec cette salariée, mais que c'est le seul écart que vous lui reprochez, remontrance verbale, ça suffit, en disant, voilà, écoute, moi je suis ton employeur,
c'est pas possible que tu choisisses tes horaires. Donc, 8 heures, c'est 8 heures, c'est pas 8h30, c'est pas 8h15, c'est même pas 8h05, sachant qu'il y a le temps d'habillage et de déshabillage s'ils ont une blouse. Donc, si tu commences à 8 heures, c'est 8 heures derrière le comptoir, et c'est pas possible autrement. Donc, voilà, si c'est une salariée avec laquelle il y a des difficultés, ça se passe mal, c'est minimum un avertissement. Au minimum. Parce que derrière, on vous reprochera de ne pas avoir sanctionné cette salariée. On vous reprochera d'avoir laissé faire, et on pourrait considérer que, puisque vous l'avez toléré pendant plusieurs mois, finalement, vous ne pouvez plus considérer que c'est une faute et vous ne pouvez plus la sanctionner pour ça. Donc, extrêmement important, OASF, de réagir tout de suite là-dessus et de prendre la sanction que vous utile entre la remontrance verbale et l'avertissement. Et puis, il faut voir aussi, voilà, quelle ancienneté a cette salariée, est-ce qu'elle s'est toujours bien comportée, ou est-ce qu'elle a juste 6 mois d'ancienneté et qu'elle fait ça depuis le début. Vous avez bien conscience que la sanction ne sera pas la même. Quelqu'un qui a 6 mois d'ancienneté et qui fait ça tous les jours, il faut aller direct à l'avertissement. Quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté et qui, pendant une semaine, a fait ça, on peut considérer qu'une remontrance verbale peut suffire. Est-ce que j'ai autre chose à vous préciser, moi, qui pourrait vous intéresser sur ce que je vous ai dit? Je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, ce replay sera disponible, enfin, le webinaire sera disponible en replay. On a... oui, voilà, Arnaud est dans une situation similaire avec du kétoprophène. Donc, j'imagine que c'est un salarié qui prend les médicaments non, mais sans là, ordonnance dans la faut pharmacie. pas laisser passer ça. Mais je dirais que, alors, c'est triple sanction, quoi. C'est le salarié peut vous le reprocher, l'ordre des pharmaciens peut vous le reprocher, l'ARS peut vous le reprocher, le juge pénal peut vous le reprocher. Non, mais ça, c'est pas possible de laisser passer ça. La délivrance de médicaments par le pharmacien titulaire sans ordonnance du médecin traitant, non. Moi, j'avais connaissance d'accords salariés pharmaciens titulaires sur la vente de produits parapharmaceutiques sans ordonnance. Ça pose aucune difficulté. On met en place des accords. Vous avez le droit à tant de produits par an, etc. Mais délivrance de médicaments sans ordonnance médicale, ah ouais, non, ça c'est sanction immédiate. En tout cas, déjà, c'est refus sans ordonnance. Faut être ferme là-dessus. Hein. Vous êtes l'employeur, c'est vous le chef, c'est vous qui avez le pouvoir de direction. Il ne faut pas avoir honte. Alors, je sais que depuis des années, on remet en cause ce pouvoir, mais n'empêche que c'est le vôtre et que le Code du travail vous le reconnaît, quoi. Une préparatrice en arrêt maladie depuis septembre 2025. C'est-à-dire une préparatrice en arrêt maladie depuis septembre 2025. Quelle est la question, Arnaud, en fait? Et pour Joanne, on peut rédiger un règlement intérieur? Oui, tout à fait. Le règlement intérieur, j'ai fait un webinaire, un café RH avec 24/7 là-dessus au mois de mai l'année dernière. Vous avez le lien un petit peu plus haut pour retrouver tous les replays de ces cafés RH, dont le webinaire très intéressant sur le règlement intérieur en officine et tout ce qui vous permet. C'est un outil managérial. J'en rédige beaucoup pour les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, notamment sur la clause de neutralité religieuse et sur la vidéosurveillance également. La clause de neutralité étant vraiment le système central pour éviter tout ce que vous savez, tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Et sachez que sans règlement intérieur avec une clause de neutralité, vous ne pouvez pas licencier un salarié ou une salariée qui, pour des raisons religieuses ou politiques, changerait de comportement au sein de l'officine. Vous le pouvez en revanche, il y a un règlement intérieur. C'est un document extrêmement juridique qui est avec des clauses strictes et des formalités de publicité dont le Conseil de prud'homme et l'inspection du travail à respecter pour qu'il soit contraignant, mais c'est un outil formidable. Et oui, est-ce qu'on peut y inclure des clauses sur les portables? Oui, j'inclus systématiquement des clauses sur l'usage des téléphones portables, des tablettes et ordinateurs à titre personnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très intéressant. Donc oui, vraiment, je vous invite, Joanne,
revisionner ce webinaire sur le règlement intérieur en officine et éventuellement, c'est pour ça, à contacter directement. N'hésitez pas à contacter Maître Jaboulet qui J'en ai rédigé pourra peut-être vous une aider vingtaine, ouais, là-dessus. pour les pharmaciens. Ouais, Ouais. vraiment, c'est un Ouais. outil super, vraiment super. C'est un très bon outil, oui. Donc voilà, Voilà, on va prendre voilà, de dernières questions. Joanne qui nous remercie, Christine qui est en train de taper, et puis voilà, on arrive dans le temps imparti. Donc évidemment, c'était des éléments clés. On n'est pas rentré dans le détail. C'est toujours le droit sur le pouvoir justement du titulaire. C'est assez complexe et détaillé. Donc n'hésitez pas à contacter Maître Jaboulet pour toute question et cas particulier. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver si vous sur avez replay. retenez particulièrement un point extrêmement important, le moins de problèmes avec votre salarié, ne le gérez pas en direct et contactez un avocat en droit du travail. Pas les experts comptables. Les experts comptables, ce n'est pas leur boulot de faire du disciplinaire. Ils font vos bulletins de salaire. Ils peuvent faire des contrats de travail, mais alors sincèrement, sur tout ce qui est sanctions, pouvoir disciplinaire, licenciement, contactez un avocat en droit du travail parce que là, je dirais les erreurs, vous allez les payer cash et très cher. Merci à tous en tout cas d'avoir partagé ce temps avec nous. Je vous souhaite merci Maître Jaboulet encore pour votre intervention passionnante et très claire. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et rendez-vous le mois prochain. Le sujet du Café RH sera sur l'entretien d'embauche et comment mener à bien un entretien d'embauche. Un autre sujet intéressant. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Sophie, on reste en ligne ou pas? Je vous rappelle. D'accord, ok. Bonne journée à tous, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.